Tout d'abord, je vous adresse au nom de notre direction fédérale nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite dans vos activités pour 2016. Je voudrais excuser notre ami président Gilles Avelin qui, pour des soucis de santé, m'a chargé de vous accueillir ce soir en présence du président de la CGL, Michel Fréchet, qui a fait le déplacement de Paris pour être avec nous dans le plus beau département de France. Il ne connaît pas, mais on va lui expliquer que c'est le plus beau. 2015 vient de se terminer. Ce n'est pas une année que nous sommes prêts d'oublier, avec ces vagues d'attentats sur le sol français et dans le monde entier. Ces assassinats, pour faire régner la terreur et mettre à bas nos valeurs de liberté, resteront une blessure pour la population qui ont vécu ces événements, comme d'autres générations ont vécu le massacre de Charonne et bien d'autres. Ces actes abominables ne rendent pas plus légitimes toutes ces attaques aériennes, tous ces mouvements guerriers qui tuent au quotidien des enfants, des femmes et des hommes. Au quotidien, on nous dit qu'il faut toujours essayer de régler un conflit par le dialogue, alors qu'il y a des vies humaines en danger. Comment ne pas privilégier le dialogue politique au conflit armé qui profite avant tout aux marchands d'armes? Beaucoup d'entre nous pensons que nous n'y pouvons rien, que c'est de la seule responsabilité des politiques. N'oublions pas que ce sont des citoyens qui élisent les députés et le président de la République. Et que lors de ces échéances, c'est au peuple qu'il revient décider, et non de laisser les médias manipuler l'opinion et peut-être demain faire jaillir le démon. Et puis l'action collective, c'est aussi un élément de pression. Je citais tout à l'heure les événements de Charonne, un mouvement pour la paix en Algérie, organisé par les syndicalistes, les partis de gauche, qui a coûté la vie à des militants communistes et à la CGT. Qui a conduit, un mois après, à l'arrêt de la guerre en Algérie. C'est notre responsabilité qui est en jeu. Nous, les corps intermédiaires, qui sont le lien entre les habitants et les autorités politiques, d'avoir une activité d'information de proximité. Plutôt que de laisser diffuser ces terribles images qui, presque tous les soirs, alimentent ces idées nauséabondes d'opposition des hommes entre eux. Oui, il nous revient dans nos sphères de vie de faire progresser et mettre en avant ces valeurs de solidarité et de fraternité. Car n'oublions pas, quelle que soit notre couleur de peau, notre langue, nous sommes tous des femmes et des hommes avec la même soif de vivre. À côté de ces actes majeurs qu'ont été ces assassinats, notre association a connu en 2015 des turbulences importantes. Pour notre fédération et pour ses militants. De plusieurs natures, ces agressions se sont rassemblées pour mieux abattre notre organisation départementale et faire table rase de quelques poignées de militants un peu trop combatifs. Des questions d'hommes, on peut le nier. Des questions politiques, sans aucun doute. Des questions de forme d'organisation, sûrement. En tout cas, notre fédération de modèle prônée pendant des années dans presque chaque numéro du journal de la Confédération nationale du logement, nous en sommes devenus militants et organisations non grata. Cette trop longue histoire a fait entrer dans le conflit par l'intermédiaire du président de la CNL, des bailleurs sociaux. Nos problèmes internes, je n'en parle pas trop, car des procédures sont encore en cours. Mais les conséquences de cette crise, ce sont les locataires du secteur social qui les ont subies. Sur le fond d'une politique nationale orientée vers l'austérité et qui se désengage toujours plus du logement social, notre association, plus reconnue comme interlocutrice, la boîte de Pandore, s'est ouverte d'un seul mouvement, avec loyer à la relocation à Montluçon Habitat, à e-Habitat, à SIC Auvergne et Bourbonnais. Négociation d'un plan de redressement de Montluçon Habitat sans concertation, alors que sont annoncées des hausses de loyer de 5% en masse au 1er juillet,
La même chose au 1er janvier 2007, et encore la même chose au 1er juillet 2017. La mise en place, un moulin habitat, d'un accord sur la sortie du locataire, qui conduit à faire payer plus le locataire. Hein, le locataire, même s'il est resté 50 ans dans ce logement, il paiera. Le retrait de la présidence de la commission d'attribution, un administrateur élu des locataires, allié Habitat, qui était novateur, et qui était là depuis maintenant 2 ou 3 décennies, et là, subitement, la nouvelle majorité au Conseil général a mis en place un nouveau conseil d'administration et a retiré cette délégation aux élus et locataires. Nous avons lutté intensément, d'abord pour que la concertation joue son rôle à Montluçon Habitat, pour que les locataires n'aient pas à payer les conséquences d'une gestion qui n'est pas la leur. Dès le premier millier de pétitions remises, l'ensemble des bailleurs, d'un seul mouvement et de toute la région Auvergne, s'abritant derrière nos difficultés internes, tous en même temps ont rejeté nos associations départementales et régionales. Nos militants, comme si, pour défendre les intérêts et les droits des locataires, il y avait besoin d'un label. Mais c'était une aubaine. Vous l'avez compris. Pour eux, c'était une formidable aubaine de se débarrasser de cet ensemble de résistances qui enflait sur toute la région, avec pour preuve ce magnifique résultat aux élections des représentants des locataires, où ceux-ci nous ont accordé une confiance sans précédent, comme à Montluçon, où nous avons obtenu 84% des voix. Si cette résistance, cette passion de participer à développer un idéal de politique du logement sont restées intactes, cela est le fruit d'une volonté collective de nos adhérents et de nos militants. Des hommes ont naturellement dans les tempêtes, les turbulences, les temps de faiblesse et des mouvements de découragement. Cela nous est arrivé. Mais des militants en nombre nous ont rappelé nos engagements, nos responsabilités. Si nous n'avions pas une clarté des perspectives d'avenir de notre mouvement, une décision claire, adoptée à l'unanimité dans toutes nos instances, était de ne pas jeter l'éponge. Nous avons assumé ce choix dans un contexte de fort chabrol. Seuls contre tous, ou presque tous. Car c'est dans les difficultés que l'on compte ses amis. Bernard Posoli était le premier. Excusez-moi. Bernard Posoli a été le premier à donner le ton. Il a pris une position sans aucune ambiguïté qui lui a valu de faux et foudre du président de Montluçon Habitat. Mais Bernard, c'est un récidiviste. En 2006, lors du conflit qu'on a eu avec Montluçon Habitat sur les charges de gardiennage, il avait attesté judiciairement des faits en notre faveur. Et puis, des élus comme Joël Lefebvre sont intervenus sur le fond du conflit. Je parle du plan de redressement de Montluçon Habitat, qui va lourdement pénaliser les locataires et les salariés. D'un seul coup, sous l'impulsion de diverses interventions, de Laurent Androusiac, premier secrétaire de la section départementale de CGT, de Fabienne Comiti, secrétaire de la section du PCF de Montluçon, Frédéric Coq, Jean-Paul Dufresne, qui a voté les taux CDCG. Et donc, je n'oublie pas celle qui au quotidien nous a soutenus dans nos différentes difficultés et problématiques, a apporté une chaleur aux militants, soutien par ses interventions d'élus communistes et de responsables de la société, intervention chaque fois que nécessaire, soutien moral et un soutien matériel conséquent, tant auprès de notre fédération que des amicales de locataires de 150 ans. Je parlais de Geneviève de Gouvéac, conseillère départementale. À vous tous, mesdames et messieurs les élus, les responsables d'organisation, je dois vous remercier très sincèrement de votre soutien. Bien sûr, nos remerciements vont aussi à nos adhérents et sympathisants qui ont fait confiance à notre association en œuvrant au quotidien et en nous apportant des moyens financiers non négligeables pour permettre à notre association de survivre. Dans ce même temps où il fallait conduire les luttes sur tous les fronts, il a fallu ouvrir des perspectives. Les liens avec la CNL ne pouvant malheureusement perdurer, malgré toutes nos tentatives pour trouver des points de conciliation, c'est la mort dans l'âme
que nous avons fait le choix de quitter la CNL. La loi étant ainsi faite, seules 5 associations nationales sont reconnues, représentatives par les services de l'État et les acteurs du secteur du logement. Notre choix n'a pas été très difficile. Entre les organisations qui ont des orientations que nous n'apprécions pas, et les liens que personnellement j'avais liés avec des hommes, c'est presque naturellement que nous nous sommes tournés vers la CGL, la Confédération Générale du Logement, pour ceux qui connaissent. Nous avons eu de très longues discussions avec le président Fréchet et le bureau confédéral de la CGL sur les conditions d'accueil. Pas que ceci soit difficile, mais c'est pour nous un changement de culture. Sur la base de ces discussions, notre congrès extraordinaire du 28 novembre 2015 a pris la décision de s'affilier à la CGL. Est-ce que cela veut dire que nos difficultés sont finies? Elles ne le sont pas avec les bailleurs, car les problèmes des locataires demeurent, et avec les CNL, les tribunaux jugeront. Ce qui ressort de cette crise et qui me semble le plus important est l'affaiblissement du mouvement des usagers du logement en Algérie. Nous avons beaucoup réfléchi à cela. Une de nos premières décisions est de renforcer et développer notre association. Ce travail long et collectif de prospective nous permet d'envisager une progression de 80% de nos adhérents avant la fin 2016. La deuxième décision est de constituer un rassemblement sans exclusive de toutes les forces vives qui partagent les mêmes préoccupations que nous. Nous abordons donc l'année 2016 avec plein de perspectives et d'espérances au sein de la CGL. J'ai parlé tout à l'heure des différences de culture. Si nous savons que la CGL a ses racines dans le mouvement créé par l'abbé Pierre suite à son appel retentissant de février 1954, qui sera un détonateur pour la constitution du comité d'aide aux sans-logis, je rappellerai que de très nombreux militants nationaux en étaient membres à l'époque. Comme quoi, si on prend comme vecteur principal la défense des usagers sans logement ou mal logés, nos cultures sont très proches. Je ne voudrais pas finir ce propos sans renouveler nos remerciements à tous les militants de notre fédération qui se sont battus avec beaucoup de conviction en 2015 et qui nous ont vraiment soutenus. Et pour conclure cette intervention, et avant de laisser la parole à notre président Michel Fréchet, je vous propose de rendre un hommage aux victimes du terrorisme sous les applaudissements.